Ok, alors je fais un petit... Alors je recommence pendant que les dessinateurs et dessinatrices de presse s'installent. Bienvenue à la Aide dans le Cube. Je suis Clément Porte, je suis le responsable de l'orientation illustration ici, qui est au sein du département communication visuelle. On est super heureux d'accueillir aujourd'hui cette rencontre internationale du dessin de presse. Hier a eu lieu la remise des prix, du dessin de presse 2022. Je vais laisser Patrick Chapat évidemment vous en dire plus sur ce sujet-là. On va commencer. Voilà, bonjour. Merci d'être venu. Je crois qu'il y a des étudiants de la Aide et de l'école de BD, c'est juste? Super. École de BD, levez la main. Et ils sont plus nombreux que la Aide, on dirait. Aide, levez la main. C'est les mêmes, ok. Je n'ai pas compris. Je vous remercie beaucoup d'être venu. On a la chance, et moi j'ai le bonheur personnel d'avoir des consoeurs et des confrères du monde entier. Depuis 2 jours, d'ailleurs j'ai bientôt plus de voix, mais c'est eux qui vont parler, tout va bien. Et on a pu les inviter à l'occasion d'un événement assez exceptionnel, je crois, qui a eu lieu hier, qui était la remise du prix biennal de la fondation que je préside, qui s'appelle la Freedom Cartoonist Foundation. On ne va pas vous faire un laïus sur les structures, etc. Mais en gros, il y a quelques organisations qui défendent et promeuvent le dessin de presse. Il y a eu une initiative qui est née il y a plus d'une dizaine d'années, en fait, autour de Plantu, initiée aussi par Kofi Annan à New York en 2006 aux Nations Unies. Et ça avait donné lieu à l'époque à Cartooning for Peace, qui est un mouvement qui était composé de 2 structures. Il y a une association à Paris qui est le cœur d'un réseau de plus de 200 dessinateurs. Tu opines, CAC, voilà. Et CAC, ici présent, en est le président actuellement. Et puis la fondation que je dirige s'appelait la Fondation Suisse Cartooning for Peace. Depuis 2 ans, c'est la Freedom Cartoonist Foundation. Et elle a une spécialité. C'est vraiment de se concentrer sur un prix du dessin de presse. Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est donner le plus grand retentissement possible à cet art du dessin de presse et à l'illustration et au courage de dessinateurs qui pratiquent dans des circonstances difficiles. Alors vous avez CAC, parce que du coup je l'ai présenté, qui vient de Paris, qui travaille pour l'Opinion. Gado, qui vient du Kenya. Who do you work for now? I'm lost. The Standard. Willis from Tunis, qui contribue. On devrait faire passer un micro. Ciné mensuel et courrier international. Nous avons Bori et Gabor Papay. Bori, c'est l'épouse de Gabor. Gabor Papay, qui vient de Hongrie, qui est le co-lauréat du prix 2022, le prix international, qui s'appelle le Kofi Annan Courage in Cartooning Award. Et à côté de lui, Vladimir Kazanevski, qui vient d'Ukraine, qui est l'autre lauréat de ce grand prix. Voilà, je vous propose de leur donner un petit coup de main pour les remercier d'être avec nous. Donc, en collaboration avec Cartooning for Peace à Paris, en collaboration avec un autre groupe qui s'appelle Cartoonist Rights Network International, on a le plaisir de présenter une exposition sur le Quai Wilson jusqu'à la fin du mois de mai. Ça, je vous invite à y aller. Je pense que ça devrait être un devoir noté, d'ailleurs. Et vous allez y voir de magnifiques dessins de presse. C'est tous les 2 ans. Hein, donc, de magnifiques dessins de presse du monde entier avec des artistes superbes, des points de vue très différents. Enfin, ça vaut le détour. Et quand il fait beau, c'est la seule expo au monde qu'on peut visiter avec une glace dans la main. Donc, allez-y. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a ce prix, donc, qu'on a... le processus était le suivant. On a présélectionné une série de candidats, non seulement pour la qualité de leur travail, mais aussi pour les circonstances difficiles dans lesquelles ils exercent
leur travail. C'est la définition de ce prix qu'on donne depuis 2012. Donc il y a eu des lauréats d'Iran, il y a eu des lauréats de Syrie, d'Égypte, de Malaisie, du Kenya. Gado était le lauréat 2016, de Turquie. Et donc cette année, 2018, vous vous souvenez, 2020, pardon, il ne s'est pas passé grand-chose malheureusement à cause du Covid. Et 2022, c'est donc Gabor Papay et Vladimir Kazanevski. L'événement d'hier au Graduate Institute était assez extraordinaire parce qu'on s'est donné le rêve, j'ai imaginé, voilà. Et si, pour donner le plus grand retentissement possible à ces lauréats et à ce prix, vous vous rendez compte que les prix Nobel de la paix cette année sont 2 journalistes. Ce n'est pas arrivé depuis 86 ans. Donc on s'est dit que ce serait magnifique pour célébrer le journalisme et la journée mondiale de la presse qui est le 3 mai, et c'est toujours le 3 mai qu'on remet notre prix, si on pouvait inviter et avoir à Genève les 2 prix Nobel de la paix. Je ne vous raconte pas les détails, mais ils étaient là hier, tous les 2, à Genève. Dmitri Muratov, venu miraculeusement de Moscou, qui sort pour la première fois depuis la guerre et qui, depuis 24 heures, si vous regardez un peu les médias, tient des propos absolument extraordinaires de courage. Enfin, c'est un bloc d'intégrité, de courage. On l'a tous rencontré et on est éblouis. Et Maria Ressa, c'est le contraire physique de lui. C'est la petite bonne femme des Philippines. Elle est d'un courage extraordinaire. Je vous encourage à regarder un petit peu Maria Ressa. C'est une voix globale sur les questions, notamment qui dénonce de manière très virulente la Silicon Valley et les abus de la technologie. Elle dénonce autant les dictateurs que Mark Zuckerberg, parce que l'un nourrit l'autre, nous explique-t-elle. Et voici donc ce prix qui a été remis hier à nos lauréats. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une introduction de chacun sur son travail. Mais pour lancer ça, on va voir un petit film qui vous présentera nos 2 lauréats, Vladimir et Gabor. On y va comme ça ? On 24th of February, I, as usually, made cartoons early morning. I listened explosions. It was the beginning of the war. And when my wife wake up, she said to me, "We spoken Russian all time before, between us. But now we cannot speak in Russian because it's the language of occupators." And I can show illustration. Our language with our mind changed. It's our answer to Putin. Small, very, very small, but small answer. When I escaped from Kyiv city, together with wife, we took only small bag, only pencil. I must involve in the information war against Putin. I have a great weapon. First day I was shocked, but after one day, some idea go into my mind, and I began. When I listened that Putin can use nuclear weapon, I made this cartoon. Now the Putin propaganda and the Russian people. It's so for me dangerous that I'm thinking all time only about this war. I studied cosmic radiophysics. It means that it's search of cosmic. But in the Soviet Union, all searching things about cosmic, it have been military. I did not know this. And that is one of reasons why I changed my mind and began to draw cartoons. The idea for cartoon is going for cosmic, and
and I know what it is cosmic, so I understand how cartoons is going to me. My wife, she is coloring my cartoon by computer. She is a good designer, and we are working together all time. She like to do it, but she hate cartoon art at the same time. She said every time, I didn't like this cartoon. And I understand it's very good because if she will say all time, I like your cartoon, it will be not good for creator. Now I think that I have to do better. I changed my style. Now I prefer to make cartoon black and white world, the world of the war. Only 1 point of blue. Without this blue, it's not Russian. Cartoon can change something in the world. Cartoon can open eyes for some problems. Следующее. Ну, как я покрасил? Нравится, нет? Как? А, це чи тобі подобається, чи ні? Подобається. А, ми чекали, що ти скажеш Гедота яка. Та ні. Ні? Що є, то є. Yes, she said she likes that cartoon. Yes. I had Slovakian friends here. They helped me, and they organized many great cartooning events. I like to be together with these friends. But now I sit here, but all my soul, my heart is in Ukraine, like schizophrenia. I try to find my own image, but it's very difficult for me. When I draw Putin, I understand by my feeling. I hate him. But when I draw my own face, I don't know how to explain my soul. Maybe I will put my empty face. It will be only second. That's all. It's me. It's wonderful. And glasses. And enough. Et on a un deuxième film sur Gabor Papaï qui devrait commencer dans quelques secondes, incessamment. Valószínűleg 1 hónapon keresztül én voltam a hivatalos ellenzék. Engem targettáltak, de minden hónapnak van egy hónap ellensége Magyarországon. Tehát látszott, hogy próbálják ezt életben tartani, de nem ugrottak rá már. És valószínűleg ez így is maradt volna, hogyha nincsen folytatása a történetnek, de volt folytatása a történet. Ez a sajtólábbal tiprását mutatja néhány diktatúrában. Azt hiszem, ezt kell kommentálni, tulajdonképpen a hajléktalanok kriminalizálása és a magán tulajdonvédelme Magyarországon. Kell humor a rajzba. Amint látjuk, nem minden rajzon lehet nevetni, ezt én kifejezetten szomorú rajznak találom. Az
biztos, hogy vicces, csak úgy tud lenni egy rajz, hogyha alulról viccelünk, felülről nem lehet vicces senki, az nem humor, hanem az megalázó. Amikor egy hatalom próbál viccelni, az mindig szomorú lesz. Amikor ez a rajz készült, a járvány első hulláma idején mindent hárítottak, és mindig más okot kerestek. Például bemondták az akkor még csak néhány áldozatnak a betegségeit, amik miatt szerintük amúgy is meghaltak volna, és ezek nagyon kegyeletsértőek voltak az áldozatokra nézve, és ezért gondoltam azt, hogy jó ötlet ezt kiterjeszteni úgy, hogy a Jézusnak is volt egy alapbetegsége, de ez az orvos karikatúrája, és nem a Jézus karikatúrája. Amikor még minden médiumból ez az ellenséges felháborodás ömlött, akkor a kormány televíziójában a szokásos megmondó emberek mindent, tulajdonképpen a iskola példáját mutatták a gyűlöletkeltő és a dehumanizáló beszédnek. András, te ezt a témát úgy vetetted fel, hogy egy rondas fábogár is bekúszott a nyilvánosságba. Szerintem ezt a lapot és ezt az alakot teljes mértékben tekintsük az emberi minőségen kívül álló valamilyen alantas lénynek. Szerintem Magyarország ma annál is rosszabb állapotban van, mint amikor a rajz készült. Nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Igen, tehát hogy én tudom, hogy ez egy szakmai ártalom, tehát benne van az én munkámban ennek a kockázata, csak nem, az ember sosem onnan várja, ahol aztán megtörténik ez. De az ember sose tudja, hogy honnan jön a támadás. Siklóernyővel repülni, az pedig leírhatatlan. Az ember nem csak sportol, hanem így fölemelkedik minden értelemben, és a saját magát, az egész világot felülről látja, és ezt az új látásmódot, ezt én rajzaim miatt soha nem éreztem félelmet. Egyébként most sem félek, tehát a jövőbeli rajzoktól sem félek. Vladimir, do you want to tell us about your work, whatever you want to tell the students, please? Hello, nice to meet you. I'm a professional cartoonist now, but I graduated from State University, Department of Cosmic Radiophysics, and worked in military factory. This factory made cruise rockets, and I worked for military space in Philly region about 5 years. But afterwards, I had hobby to make cartoons, and
I changed my mind because I thought that for me I like more people, humanity than electrons. And I changed my job, forget about my diploma, and began to draw only cartooning. Because I feel himself better to be cartoonist. But I don't study cartooning, don't study anything drawing. I am amateur, like you see now. Amateur, sorry. And I began to draw cartoons, black and white, and coloring. Firstly, I draw cartoon by lines, and afterwards coloring by Photoshop. In Photoshop, you understand what is it, of course. And but when began the war in Ukraine, first we have to go to leave Kyiv city to the west of Ukraine, and without anything, without computer, without a scanner, and I took with me only a small bag together with my wife. You have seen my wife in the film, but she is now here and sitting here. So, and I had not some possibility to make cartoons by Photoshop. And I began to my old style, black and white, a little bit coloring by pencil. And war changed my mind. And before the war, I made cartoons, smiling cartoons, philosophical cartoons, some novels without words. But after beginning the war, I began to make cartoons only about this great war. Because I understand that cartoon is a real weapon in the information war. And I know... Is it correct to say, I think you said yesterday, before you were more like an illustrator? And then you became more a political cartoonist. Is that the case? Not illustrator, only cartoonist. Who made cartoons smiling or other things. And I changed mind and began to be only political cartoonist. Only political cartoonist, yes. Because I understand that it's a great weapon, and I have to do something. Our warrior now had a great fighting against satanic war, Russian troops, and I have to do something for our victory. And I made political cartoons only in the way about war in Ukraine and against Russian system. For example, this cartoon, it's about my opinion about what is it Russia now. Because we know Siberia, we know what is it Putin, who is Putin, and we know that people in Russia are not free now. Exactly not free. I have many friends, cartoonists in Russia, and so this cartoon is about my opinion about Russia. Putin, stupid man, crazy man, and generals of him, the same crazy, and all people of Russia, it's the same crazy now. You understand this? And I made cartoons especially only about war, because when we wake up with my wife, firstly we are listening news from Ukraine, and my reaction on this news is cartooning. Because I must to do it. I have to do it. Because I know that Russia propaganda it's working many years all over the world and try to change the mind of the people in the whole world about Ukraine, about Russia, and people
not everywhere understand reality what is happening now in Ukraine, and I try to help to open eyes to people all over the world to a real understanding what is the war in Ukraine. And I sent my cartoons abroad. It's very important that if my cartoons will publish in Ukraine, I made especially for some weekly magazine, Ukrainian magazine, my cartoons, and sent these cartoons in the same time to many countries, to Paris, to USA, and this cartoon published. And now, for example, these cartoons you can see here in Geneva on near the lake Geneva, and I understand that this cartoon will see many people, and it's a real my weapon against Russian propaganda. I hate Putin so much. You have to believe this. When I draw the face of Putin, I understand Putin have eyes staying deep and close to each other. It's eyes of KGB men from the hall, and it's the eyes of hungry wolf. And I feel himself after ending of cartoon. I feel himself very bad, and I must to drink Ukrainian vodka or whiskey, but my health not allow, unfortunately. So every day I draw cartoons and thinking only about this war, only about our victory. And I I know exactly that Ukraine will win, and Ukraine will be a great country in Europe and will go to the family of European countries and will be in NATO bloc, and we have exactly the victory. But my friends cartoonists in Russia have a big problems. I know that between Russian cartoonists now it's very big differences. Two groups of cartoonists I know. One group support Putin and support this war, and they have good money from Putin. And some cartoonists don't support Putin and draw cartoons against Putin, and they have a big problems. They are in trouble. Some of them have to immigrate to another countries. I know a few cartoonists, Russian cartoonists, who immigrated because they don't support Putin. But I know some cartoonists who are living very good in Moscow, for example. It's very interesting, but in Moscow many cartoonists support Putin. But in St. Petersburg, so-called cultural capital of Russia, they don't support Putin. I don't know, I don't understand, because Putin originally is from St. Petersburg, but hate him in St. Petersburg, cartoonists, but in Moscow they support him. Now I have to leave Ukraine temporary, and I live in Slovakia, and made near the border of Ukraine, and I am waiting time to come back to Kyiv city. And I made everyday cartoons. So, for example, this cartoon is about Mariupol. You know how Putin destroyed this city and how many people dead in this city. And for example, I worked with newspaper, in magazine with some cartoonists from Mariupol. And
second day of the war, we had not contact with him, and I did not know what has happened with him. No contact. 3 weeks have not been contact, but after 3 weeks he called me and said, and I said yes, he is alive. And he said that they are now in Georgia. He said about story that Putin troops take him and his family to Russia, and they have to be in train are going to Siberia, and staying in Siberia without possibility to come back and live to Siberia. But they escape from this train and underground go into Georgia. And now he is in Germany, staying in Germany. Vladimir. Yes. Thank you very much. I suggest that we go on to Gabor and the rest of the cartoonists so that we have a chance at the end to interact with the students. But we have seen, we have heard your story, which is, I think, very chilling, and I'm sure they have a lot of other questions to ask. Yes. And we saw your beautiful cartoons. Gabor, thank you very much. Thank you. Gabor, please. The microphone for... Thank you, Bori, for translating, for helping us understand Hungarian. Hát, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés. Thank you very much for having me here. It's a great honor for me. Nekem úgy érzem, hogy nincs olyan konkrét agendám, mint Vladimirnak, ami miatt itt kellene lennem. I feel that I do not have such a specific agenda like Vladimir, what brought me here. Én sodródásként éltem meg azt az eseménysort, ami idehozott. It felt like a flow, those events which brought me here. És hát azon gondolkodtam, hogy mit tudok én hozni nektek. And I was thinking what I can bring here to you. Egész biztos, hogy sokkal jobban vágjátok ezt a szakmát. Más igét mondjak rá esetleg. Oké. Mint én, aki még a számítógépes korszak előtt járt a képzőművészeti egyetemre. Because I'm sure that you are much better at this profession than me, who attended Fine Art University before the digital era. És ma reggel arra gondoltam, nem tudom, hallatszott-e ez a beszéd, ami ott elhangzott a diátadáskor? Nem hallatszott. Akkor egy mondatot kiemelnék belőle, hogy arról beszéltem, hogy Magyarországon hiába tudok szabadon kommunikálni, mert amit én mondok, az nem jut el az emberekhez, mert nem az én számat fogják be, hanem az emberek fülét. Today in the morning I was thinking about the thought that I shared at the ceremony yesterday as well when receiving this award, that in Hungary people do not listen or see to anything because of the noise of the propaganda. So it's not me who is being censored, but it's people who are kind of lost their ears and eyes. És mivel tudtam, hogy ezt a szöveget le fogják fordítani magyarra, volt benne egy olyan mondat, ami valószínűleg felháborodást kelt Magyarországon. Azt mondtam, hogy nem lehet a svájci típusú direkt demokráciát Magyarországra exportálni,
mert nálunk simán megszavaznák a Nürnbergi törvényeket is az emberek. So I knew that whatever I say here in Geneva will get back to Hungary, and I put into this speech a sentence with knowing this. It's about direct democracy in Switzerland, which cannot be exported somehow to Hungary because, and here comes the strong statement, in Hungary, people, the majority, would vote even for the Nürnberger laws today. Ez valószínűleg néhány napon belül ott nagy tiltakozást fog kiváltani a másik politikai oldalon, ami egyáltalán nem baj, mert ezzel tulajdonképpen át lehet törni azt a kommunikációs falat, amit körénk emeltek. Most probably this sentence and mentioning the Nürnberger laws will provocate a protest at the other side, at the propaganda side, at Orban's sides in Hungary in the coming days, and it's absolutely not a problem, because without such provocations, you just cannot get through of the walls at the moment. És ezzel tulajdonképpen egy olyan stratégiát tud az ember megvalósítani, hogy vidd át a háborút az ellenség területére, vagy országába. So it's kind of using the strategy, an old strategy of taking the war conflict onto the side or into the side of the enemy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább abban tudnék nektek valamit mesélni, hogy a rajzolás eszközével, de nem a rajzolás módszeréről, na, ezt újra kezdem. Tehát nem annyira tudok nektek jó dolgokat mondani rajzmódszerből, de talán tudok valamit mondani arról, hogy lehet a rajzot használni üzenetek átvitelére. Maybe I can tell something more about how to make a message while drawing rather than about how to draw. Egyrészt azt gondolom, hogy a demokráciának az egyik nagyon fontos intézménye a botrány. I think that one of the most important institute of democracy is scandal. És a másik, az pedig mindig a gyengébb félnek egy nagyon fontos eszköze, a humor. And the other very important tool of democracy, which always belongs to the weaker, is humor. Ez tulajdonképpen egy túlélő stratégia. It's kind of a survival path. Ami most nagyon működik Magyarországon, nagyon sok ember érzi magát megalázva, és nagy szükségük van rá. Ez tulajdonképpen a magyar történelemben, inkább a népmesékben volt erre példa. Mondjam tovább. Ahonnan én ezt merítem, az inkább a kelet-európai zsidó kultúra. Tehát a kelet-európai zsidó kultúrának egy nagyon fontos eszköze volt a humor és az önirónia. In Hungary today there are many people feeling really bad and humiliated, and there is a need for comfort, and the tool for comforting can be humor and also irony, especially self-irony, and where I have my sources from in this sphere is rather the Eastern European Jewish humor. Nagyon szeretem az egyik írónkat, aki minden szörnyűséget végigélt, üldöztetést, háborút, úgy hívják őt, hogy segíteni fogsz nekem. Királyhegyi Királyhegyi Pál. Igen.
Őt például, ő egy pici és gyenge szemüveges hát akkor még nem ember volt a háború idején, a második világháború idején. During the Second World War, there was a small and weak writer and humorist called Pál Királyhegyi. I like him a lot. És elvitték őt a frontra, Ukrajnába. First he was taken to the front lines in Ukraine, ahol majdnem minden nagy és erős társa elpusztult. where almost all his big and strong mates died. Ő pedig nagyon rosszul tudott teljesíteni, és a nap végére is csak egy nagyon pici gödröt tudott ásni. And he was only able to dig a very small hole because he was weak. They made them dig their own Magának. Nem biztos, hogy magának, csak holes or yeah. lehet, hogy lövészártak. És ezért a dühös őr akkorát rugott bele, hogy beleesett a saját gödrébe. And there was an angry guard kicking him. He fell into the hole he dug. És lentről megszólalt a kis gyenge hangja, hogy na most ment el a kedvem az egésztől. And then from inside this hole, his weak voice said, okay, so now I think I had enough of it. Na most ő volt az, aki túlélt. He was the one who survived. Úgyhogy a humor egy nagyon jó túlélési eszköz, és nem is kell mindig, hogy igaz legyen, amit rajzolok. Humor is a good survival tool in my eyes, and it's not always have to be exactly true. Mert az embereknek igényük van arra, hogy a vágyaikat is viszont lássák képként. Because people have this need to see their desires as well, visualized. Például imádták azt a rajzomat, amikor az Orbán Viktort börtönben ábrázoltam. For example, in Hungary, people really like when I put Orbán into jail on a drawing. Reálisan nézve a helyzetet tudtuk, hogy nyerni fog, és nem fogják felelősségre vonni, és nem fogják börtönbe zárni. In reality, everyone knows or knew that he's most probably will win these former elections as well, and he won't go into jail this time. De az embereknek szükségük volt arra, ők is tudták, hogy ez nem igaz, de szükségük People volt knew as well, but they still needed ez inkább a népmesei funkciója a rajznak. to have these drawings, kind of folk art or folk tales. Úgyhogy azt gondolom, tehát amikor elhatároztam, hogy grafikusként karikatúrákat fogok rajzolni, akkor ez volt az igazi cél, hogy valamit adjak ezzel az embereknek. Legyen szükség arra, amit csinálok. So when I decided to do cartoons as a graphic, that was my main drive, to do something, to give people something what they really need. Ahogy nem mondok nevet. Tehát ahogy egy dramaturg mondta, és szállóigévé vált ez, hogy ragadt torkon a közönséget. As a dramaturg once said, I am not saying names because I always forget the names. The saying was like, grab the throat of the podium. Azt hiszem, hogy ezt kell elérni, tehát akkor tudunk jó karikatúrát rajzolni, tehát nem, hogyha szépen rajzolunk, nem, hogyha ügyesek vagyunk, hanem hogyha ezt a hatást tudjuk elérni. I think that we do good cartoons, not when we draw nicely or very professionally, but when we have this impact
on people. And you know what? This sounds like it could be a good conclusion for now. Thank you very much, Gabor. Je propose qu'on l'applaudisse aussi. Et donc, vous avez eu deux perspectives de l'Est de l'Europe. Et là, je suis très heureux de passer la parole à Nadia. Ce nom, Willis from Tunis, a vraiment émergé au moment de la révolution tunisienne. Et vous allez découvrir la personne qui se cache derrière. Et vous avez bien de la chance, Nadia. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis née à Tunis et j'ai eu mon bac à Tunis. Il n'y avait pas de section artistique. J'ai toujours rêvé de faire du dessin. J'ai toujours dessiné partout. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui me laissait dessiner sur tous les supports possibles et imaginables. Donc, beaucoup de liberté à ce niveau-là. Malheureusement, en Tunisie, il n'y avait pas de section artistique. Donc, j'ai fait un bac philo et lettres. Et j'ai obtenu une bourse et je suis allée en France, à Aix-en-Provence, à la faculté de lettres. Pour faire une maîtrise d'art plastique. Je voulais avoir une formation avoir une double casquette théorique et pratique. Je ne me destinais pas forcément à l'enseignement, mais je voulais avoir une formation comme ça. Avec la maîtrise en poche, je suis rentrée à Tunis et j'ai commencé à enseigner à l'école d'architecture de Tunis à 24 ans et ensuite à l'école des beaux-arts de Tunis. Et en même temps, je passais mon DEA en sciences et techniques des arts. J'ai toujours rêvé de faire du dessin de presse. Ça n'a jamais été possible parce que je vivais dans une dictature. Ben Ali était en place depuis 1987 et il est resté 23 ans au pouvoir. Le dessin de presse existait dans les journaux mais parlait essentiellement de sport, de choses plutôt gentillettes. On ne touchait jamais au pouvoir en tout cas. Et sinon, on avait de gros soucis. Internet était censuré, les journaux étaient censurés, les livres, on n'avait accès à rien et on ne pouvait pas nous exprimer. En 2007, j'ai ouvert une petite galerie d'art, vu que j'enseignais aux Beaux-Arts, j'avais beaucoup de contacts avec de jeunes artistes que je voulais mettre en avant. Donc c'était une petite galerie qui était un tremplin pour de jeunes artistes qui n'avaient jamais exposé. Et on essayait, à travers ces expos, de déranger un peu le pouvoir, mais toujours par le biais de métaphores et de sous-entendus. D'ailleurs, dans les dictatures, on est champion de la métaphore pour pouvoir nous exprimer. Donc on poussait un peu le curseur, quoi. On testait pour voir si on allait être embêté ou pas. La police politique était présente à chaque vernissage, mais ils ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il y avait sur les murs. Ce qui les intéressait, c'était de voir qui était là, qui parlait avec qui et de quoi on parlait. Donc bon, on n'a pas eu trop de soucis à ce moment-là. Et donc, comme je vous disais, je rêvais de faire du dessin de presse depuis mon adolescence. J'avais découvert Honoré Daumier, Ciné, Dilem, l'Algérien, qui est génial, Plantu, bien sûr. Et c'est en janvier 2011, lorsqu'il y a eu ces soulèvements populaires, ces manifestations contre le pouvoir en place, que j'ai commencé à publier mes dessins sur les réseaux sociaux. Et ça a été assez spontané. C'était suite à un discours de Ben Ali où il nous faisait de belles promesses, où il nous prenait pour des idiots, quoi. Et d'ailleurs, le mot humiliation m'a beaucoup touchée quand Gabor en parlait. Oui, une dictature, c'est une humiliation permanente, une insulte à l'intelligence permanente. Et peut-être que c'était l'humiliation de trop ce soir-là, je ne sais pas. En tout cas, j'ai commencé à dessiner et à mettre mes dessins sur Facebook. Et au départ, c'était avec mes copains, ma mère, on était une vingtaine. Et je voulais juste les faire sourire dans ces moments-là, qui étaient un peu violents et difficiles. Mais ça a été viral assez immédiatement. Et au bout d'une semaine, j'avais des milliers de personnes qui suivaient, qui partageaient. Et je m'explique ça aussi par le fait que le dessin, ça parle à beaucoup de gens. Et puis on vivait les mêmes événements au même moment. Et puis les réseaux sociaux, l'intérêt, c'est aussi l'immédiateté pour pouvoir... Là, il se passe quelque chose, dans les 5 minutes, je fais un dessin. Et donc, comme on vit tous la même chose, il y a cette solidarité aussi. Et puis, c'est un moyen de se sentir moins seul aussi, de voir que d'autres partagent les mêmes idées. Et depuis, j'ai pas arrêté de publier mes dessins sur les réseaux. Et j'ai publié assez vite un bouquin dès mars 2011, parce que je me disais, Ben Ali peut revenir d'Arabie Saoudite, on ne sait jamais. Donc c'est peut-être la fenêtre de tir, on y va.
Et bon, il n'est pas revenu, heureusement, mais bon, les islamistes ont pris sa place. Donc ça a été encore plus compliqué. Et les problèmes ont été très très importants. Ils ont fait la chasse aux universitaires, aux intellectuels, aux journalistes, aux artistes et aux femmes, bien sûr. Et donc j'étais une cible idéale. Mais bon, comme ce type de dessin, j'ai pas arrêté parce que pour moi, le dessin de presse, en tout cas, la manière dont j'ai commencé, c'était pas vraiment professionnel. J'ai pas eu de formation, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était une manière de militer, voilà, une manière de faire de l'activisme à travers l'image. Et je participais à plein de campagnes de sensibilisation autour de défense de prisonniers politiques ou pour supprimer certaines lois liberticides. Donc mon dessin est vraiment politique et le but est politique et de contrer la propagande qui était au pouvoir et qui est encore aujourd'hui au pouvoir. Donc j'ai continué à enseigner, hein, j'adore enseigner, je suis prof, bon actuellement je suis prof dans un collège, j'ai des jeunes, j'enseigne les arts plastiques dans un collège à Tunis, je m'amuse beaucoup, et j'enseigne à côté à l'école de sciences politiques à Menton en France, mais là c'est du dessin de presse, quoi. Je fais du dessin de presse, donc, et j'ai eu la chance aussi d'avoir été contacté par Ciné, le dessinateur que j'admirais depuis mon adolescence et qui m'a proposé de travailler pour son journal Ciné mensuel. Depuis 2011, je bosse pour eux, donc pour moi c'est un rêve d'enfant qui s'est accompli. Et voilà, je continue encore aujourd'hui à faire des dessins, à publier des bouquins, à collaborer avec des journaux et à travailler avec Cartooning for Peace, l'association fondée par Plantu et Kofi Annan, et à faire des ateliers autour de l'éducation à l'image pour aussi aiguiser l'esprit critique, pour aussi apprendre à faire passer une idée à travers un dessin. Et voilà, je crois que j'ai dit ce que... C'est court, c'est trop court, j'ai débordé, je ne sais pas. Non, pas du tout, c'est très généreux parce que tu vas nous permettre d'avoir le temps d'avoir quelques questions, et je suis sûr que ça va en susciter, puisque je pense qu'à 2 heures, on est censé avoir fini, mais on continuera un petit peu pour ceux qui peuvent rester. Gado, my friend Gado from Kenya. Donc Gado a été le lauréat du prix. I should introduce you in English maybe, so you want to understand what I'm going to say about you. Gado was the laureate of the 2016 award of the Geneva Foundation, and that year you shared the award with Zunar from Malaysia. Cette année, on a eu un prix qui était un petit peu sur le thème à l'Est, il se passe bien des choses. In 2016, the award, your 2 awards were actually linked in a way. Kenya and Malaysia are far away, but the theme was really corruption, because you actually paid a price in your career for the relentless way in which you were tackling corruption and the power and the people in power in your region, in your country and in the region. Can you tell us about that? First of all, it's great to be here. Thank you, Patrick, and thank you, everybody, for organizing this. Yes, in 2015, I was, sort of sacked from my newspaper. I used to work for Daily Nation, which is the largest newspaper in East and Central Africa. So since 1992, and from 92, I would say the paper really enjoyed a huge success and a huge. It operated freely in many ways, and it's a great institution. But when we had a transition of power, we saw that the editors and the government put a lot of pressure to the newspapers, and these forced the newspaper to reconsider and starting probably to look at some voices that were
too much of a critics to the government. And so I wasn't alone. There were other journalists that were also let go. And, they find a very interesting way, and where they kind of suggested that they didn't want to renew my contract, but that is a tool that has been used in many countries. But ultimately, it was because there was a lot of pressure, from the government. Now, it's important to say also, in my parts of the world, I'm very privileged, and I know that it's a privilege basically to be also an editorial cartoonist, because you don't have as many platforms where you can speak truth to power, you can touch on taboo subjects that are not necessarily addressed by many. And so I totally understand that, and despite my tribulations, I do understand that there are very many artists, journalists who have actually suffered more than me, and I still insist that in many ways I've been pretty lucky, because I know of many journalists who have lost their lives, and some have been maimed and so forth. And so I come from that background, and I do pretty much appreciate my position. Now, that also has happened, to as many in as many African countries. If you are to look, even in the region that I come from, I'm Tanzanian. I come from Tanzania, but I work and live in Kenya, and professionally, I've been working all my life in Kenya. But if you are to look at the region, probably Kenya offers a much more better, it's a much more better country, despite the challenges that we have faced. If you are to look at Uganda, if you are to look at Tanzania, if you are to look at Zambia, and including Ethiopia, Sudan, and all these other countries. So it is, as I said, it's a huge privilege that despite the challenges, I've been able to work fairly freely, even after my tribulations. And more so now that in the era of fake news, propaganda, aided by social media. And now that brings me to the question today that we are facing, especially your generation, that one of the challenges also we are facing is this influx of fake news, propaganda, misinformation, disinformation, malinformation. We have seen that, we've spoken about that, if you are to look at the war in Ukraine, the war in Ethiopia, which preceded the one in Ukraine, if you're to look at what is happening in Sudan. So that is, as a satirist today, that is also even a much bigger challenge that I face, trying to deal with that. I remain optimistic as a satirist. I remain forward-looking, and just like my colleagues who have spoken eloquently about, the urge of free speech, that in the end, humor cartoons, editorial cartoons, and press cartoons, they have a very special, it's a very special tool that in many respects, that's why you find, as my colleagues have put, that why that they are always persecuted. Why is it that, people with all power, they would still go after editorial cartoonists? It begs a huge question. All of us, in one way or the other, we have gone through that. And so I remain optimistic about the future of editorial cartoonists. I remain, it's important to remain vigilant, but still today, whenever I find, and it does happen, a dictator comes out to attack an editorial cartoonist, I always, raise my hand to say, aha, somebody's doing the right job.
So I will stop there and invite my colleague Kak. I hope we can interact and make this more interactive and interesting. Thank you. Thank you so much. À toi, Patrick Lamassoure. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis un peu le planqué dans le groupe, vous avez compris. Je n'habite pas en Ukraine, je n'habite pas en Hongrie, en Tunisie, au Kenya ou dans d'autres pays. Il y en a beaucoup dans le monde. T'es pas suisse quand même. Non, je suis pas à ce point-là. J'habite en France, je dessine à Paris où, alors vous allez me dire, l'histoire nous a montré qu'on pouvait être en danger en France aussi en tant que dessinateur de presse. Mais je pense que malgré son ampleur et son horreur, cet événement était quand même un événement isolé par rapport à ce que ressentent les dessinateurs de presse en France qui chaque matin ne se demandent pas si la police les attend en bas de chez eux. Si, au contraire, on est même plutôt protégés, nous, par notre gouvernement, nos lois, nos juges et même nos policiers. Donc je ne suis pas du tout dans les mêmes situations d'exercice que mes collègues. Je vais peut-être vous parler juste un petit mot d'où je viens et puis peut-être juste sur la pratique en France. Vous allez voir quelques dessins défiler, je répondrai à des questions si vous voulez. C'est une sélection un peu sur 2-3 thèmes, mais plutôt parler de la pratique du métier, ça vous intéresse peut-être. Donc moi je m'appelle Patrick Lamassoure, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le cinéma, je m'occupais d'associations dans le cinéma, donc je faisais du dessin de presse accessoirement pour un hebdomadaire, ce n'était pas mon métier, et j'ai rejoint la rédaction de L'Opinion qui est un quotidien qui paraît du lundi au vendredi, donc 5 fois par semaine en France, en 2014 quand le journal a été créé. C'est un nouveau journal, un nouveau quotidien qui a fait 3 choses à l'époque que personne ne fait. D'abord ils ont créé un quotidien en France, ce qui, vu la tendance du marché de la presse, ne paraît pas être une très bonne idée, vu qu'il n'y a déjà pas assez à manger pour tout le monde. Ils ont pourtant créé un quotidien en France. Ils ont fait une deuxième chose que plus personne ne fait, à part, pour ce qui est du marché français, à part Le Monde. Ils ont décidé qu'il y aurait un dessin sur la une du journal, ce qui n'est pas non plus tellement la tendance. Et la troisième chose, c'est qu'au lieu de faire ce qu'on fait dans n'importe quel métier, de prendre le téléphone pour trouver le dessinateur et d'appeler des copains en disant tu connais pas un dessinateur disponible, ils en auraient trouvé, il y en a des très bons en France. Ils ont décidé de faire un concours public en disant on s'en fout de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, machin. Envoyez-nous des dessins, on va vous donner un thème par jour, ça va durer 1 mois. Et à la fin, que le meilleur gagne. Et donc j'ai gagné le concours, pour mon plus grand bonheur. Et donc en 2014, je suis devenu dessinateur de presse à plein temps pour L'Opinion. Sur le marché français, ou je ne sais pas s'il faut dire le marché, en tout cas en France, la pratique de dessin de presse, je dirais qu'il y a au doigt mouillé à peu près une 50aine de dessinateurs dont c'est le métier à plein temps et qui vivent uniquement de ça, du dessin de presse d'actualité. Et oui, je pense à peu près, ça doit faire ça. Les autres, il y a beaucoup plus de dessinateurs de presse que ça en France, hein. J'imagine qu'on doit être à peu près 200 qui se revendiquent dessinateurs de presse. Les autres vivent aussi d'autres pratiques, alors qu'ils peuvent être des pratiques de dessin, ils font de l'illustration de l'illustration à proprement parler, hein, donc pas du dessin d'actualité, pour des magazines, pour des livres pour enfants. C'est le cas de Aden, par exemple, dessinatrice française, qui fait aussi des dessins pour les livres pour enfants. Il y en a qui sont architectes à côté, qui peuvent faire de la bande dessinée, quelques-uns. Pas beaucoup de dessinateurs de presse en France mélangent avec la BD, mais ça arrive, il y en a quelques-uns. Pétillon était un des meilleurs exemples qu'on peut donner. Et puis d'autres vivent à côté, ils sont enseignants, ils ont un métier à côté et ils font aussi un petit peu de dessin de presse. Donc ça dépend de la pratique. Et on n'a pas de formation spécifique. Il n'y a pas une école du dessin de presse, pour la raison que j'ai évoquée juste avant, c'est que le nombre de débouchés n'est pas forcément suffisant pour sortir des promotions de 40 ou 50 élèves tous les ans qui voudraient être spécifiquement dessinateurs de presse. Pour autant, c'est un marché qui, après avoir subi un rude coup, puisque vous suiviez l'actualité, vous savez sans doute que la presse souffre. C'est l'un des sujets des dessins que vous voyez passer, la photocopieuse, avec le monde numérique qui vient pomper le contenu de la presse. Voilà, celui-ci. La presse s'ouvre beaucoup, donc évidemment, on a eu une période où il y a eu de moins en moins de place pour le dessin. Et là, on sent qu'il y a un petit frémissement quand même. Il y a un petit retour du dessin de presse dans les rédactions. On en voit un petit peu plus. Les dessinateurs qui partent sont remplacés. Willem Alibé a été remplacé. Plantu à la une du Monde. Alors, il a passé le relais à Cartooning for Peace, l'association, mais il a été remplacé. Donc, le dessin de presse continue. Un magazine s'est lancé, Franc-Tireur. Il a décidé de prendre une jeune dessinatrice pour la une. Donc, il y a une une dessinée d'un nouveau magazine qui s'est lancé. Donc, on sent un petit frémissement. Et il y a des nouveaux dessinateurs qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est plutôt pour nous en France une bonne nouvelle. On a la génération des, on va dire, 25-35, où il y a des gens qui veulent se lancer, qui deviennent dessinateurs de presse. Donc ça, c'est plutôt bien, le métier est en train de se renouveler. Donc voilà généralement pour moi. Je suis aussi président de Cartooning for Peace, donc l'association sœur de la Freedom Cartoonist Foundation que préside Patrick, qui est basée à Paris, qui fait la promotion du dessin de presse,
qui utilise le dessin de presse pour faire de la pédagogie sur la liberté d'expression et qui accompagne, qui essaye d'aider les dessinateurs, comme certains de mes collègues, qui sont dans des situations plus précaires que nous dans le monde et de les accompagner. Et le dernier point sur lequel je voulais conclure, mais pour vous passer la parole, peut-être pour plutôt répondre à vos questions au lieu d'essayer de les anticiper, comme Gado, comme beaucoup d'entre nous, comme Maria Ressa, prix Nobel de la paix, qui s'est exprimée hier dans cette magnifique cérémonie, de tous les sujets préoccupants, et la liste est longue, que nous avons dans nos métiers et globalement en tant qu'habitants de cette planète, la liste est très longue, de tous les sujets préoccupants, si je dois, bon, je mets l'écologie de côté évidemment, qui est sans doute le plus gros de tous les problèmes que nous avons, enfin en tout cas l'écologie, les problèmes écologiques, celui qui me préoccupe le plus, c'est la désinformation. C'est celui qui vraiment me préoccupe le plus, parce que à partir du moment où vous n'êtes plus d'accord sur ce qu'on appelle un fait, la Terre est ronde, ça c'est un fait, c'est pas une théorie. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. La Suisse est une nation. Oui. Ça, on peut discuter. Non, mais à partir du moment où on n'est pas d'accord sur un fait, il n'y a plus de discussion possible derrière. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin de la discussion. C'est parce qu'au moment où vous allez dire non, ça tu ne peux pas le faire parce que 2 + 2 = 4, et que l'autre vous répond ah non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, en fait, en réalité, la Suisse appartient historiquement à la France. Et comme en ce moment, il y a un génocide en cours, vous n'êtes pas au courant, mais il y a un génocide, les Suisses sont en train de tuer les francophones de Suisse. Donc la France a décidé d'envahir la Suisse. À partir du moment où on dit ce genre de choses, il n'y a plus de discussion possible sur les éléments mêmes, puisque les gens d'en face que vous aurez à convaincre, toute civilisation, toute société vit de compromis. Pour vivre tous ensemble, tous et toutes ensemble, on passe notre temps à faire des compromis. Toi, tu voudrais ça, mais ce n'est pas exactement ce que je voudrais. Ben, chacun va faire un pas, on va se mettre au milieu et on va dire qu'on va vivre comme ça. Et vous ne pouvez plus faire ces compromis, puisque vous n'êtes même pas d'accord sur l'objet de la discussion. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une énorme préoccupation. Évidemment, le monde numérique est le principal responsable de ce problème, puisqu'il y a toujours eu de la désinformation, mais elle était extrêmement limitée du fait qu'elle était compliquée à diffuser. Maintenant, avec le monde numérique, de choses extraordinaires circulent, on l'utilise tous tout le temps, on a appris beaucoup de choses, mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est qu'il y a énormément de merde qui circule, et ça commence à être problématique quand vous voyez qu'il y a des décisions prises par des peuples entiers, basées sur des informations complètement erronées, CF le Brexit, CF, etc. Et tous ces trucs. Donc ça reste pour moi le sujet principal, et je pense que votre génération va avoir enfin, nous tous humains, mais en particulier les générations qui arrivent, qui êtes beaucoup plus accoutumés que nous en plus au monde numérique, allaient avoir des décisions, je pense, compliquées à prendre sur comment dompter ce monde qui pour l'instant relève plus du Far West que d'un monde réellement civilisé. Merci. Merci. Et pour à la fois rebondir sur ce que tu viens de dire et faire une page de publicité purement corporatiste, dans le journal Le Temps d'aujourd'hui, vous allez trouver une interview exclusive de Maria Ressa qu'ils ont pu réaliser à son arrivée lundi après-midi sur ces thèmes. Une page de Maria Ressa, c'est vraiment, il faut regarder. Donc, je vous encourage à lever la main si vous avez des questions, et puis à profiter surtout que vous avez des consoeurs et confrères cartoonistes. Et si vous n'en avez pas, vous n'en faites pas, on va continuer la discussion. Ça ne va pas se finir plus vite si vous ne posez pas de questions. Vous avez compris ça ? Vous pouvez même demander quel type de stylos sont utilisés. C'est Clément qui va nous trouver une question. Non ? Clément, ça c'est celui qui manque aujourd'hui, c'est Hani Abbas, qui était lauréat en 2014, qui était un Palestinien vivant en Syrie. Et quand Hani Abbas a posté ce dessin, alors que la révolution syrienne était en train d'avoir lieu, les gens manifestaient contre le pouvoir d'Assad, au péril de leur vie ou de leur sécurité, il a posté ce dessin. Et ce dessin, il vous paraît assez innocent quand même, non ? C'est un soldat qui respire une fleur. De notre point de vue, c'est innocent. Du point de vue du régime Assad, c'est très très corrosif comme image. Parce que ce soldat, il rompt les rangs pour respirer cette fleur qui est le symbole de la révolution. Et donc ça, une image aussi innocente est en réalité très très subversive, très très forte et très provocatrice. La preuve,
À cause de ce dessin, Hani Abbas a dû quitter la Syrie Dardar. Il s'est réfugié d'abord au Liban. Il a réussi, il a trouvé le moyen de venir en Suisse, invité pour y faire une expo. C'est là qu'on a pu lui donner son prix et il a pu, dans la foulée, obtenir l'asile. Et c'est peut-être la chose dont moi je suis le plus fier pour la Fondation Genevoise, c'est que le destin d'un homme a pu être un tout petit peu amélioré par le fait qu'on a pu ici l'accueillir et le protéger. Maintenant, Hani Abbas vit à Genève avec sa femme et ses 2 enfants, qui sont 2 vrais petits Suisses. Clément, je vous laisse continuer. Trouvez une manière de rebondir ou conclure si vous le souhaitez. Non, ou posez vos questions. Je pense qu'il faut que vous combattiez votre timidité sur ce coup-là, parce que c'est assez rare d'avoir autant de personnes qui parlent de leur domaine. Donc lancez par une question ou 2 la discussion. Bonjour. Je voulais juste savoir, en fait, d'après vous, d'une manière générale, est-ce que le dessin de presse est un domaine qui stagne, qui évolue, qui change? Quelle est votre réponse? Tu veux y aller, Nadia? Ou peut-être je peux le dire en anglais aussi. On t'a pas beaucoup entendu. Ton point de vue? De mon point de vue, de mon pays, non, il évolue le dessin, parce que on est passé vraiment. Tu connais bien la France aussi. Je crois que tu peux parler. En France, oui, mais après, c'est comme l'a dit CAC, la presse est en difficulté, donc forcément le métier est en difficulté. Mais après 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu vraiment un rebond, c'est-à-dire beaucoup de jeunes se sont mis au dessin de presse parce qu'il fallait continuer le travail de ces personnes qui sont mortes pour la liberté. Donc oui, après je pense que les difficultés sont financières, et la censure elle est économique, si on ne trouve pas de travail, si on ne se fait pas publier des dessins qui sont trop subversifs ou trop provocateurs entre guillemets, on doit chercher un autre job, c'est compliqué. Et surtout, avec les réseaux sociaux, moi je sais pertinemment que chaque dessin que je vais faire sera critiqué. Il ne plaira pas à tout le monde, et heureusement d'ailleurs. J'ai vécu dans un pays où il fallait qu'on pense tous pareil, donc le fait de penser différemment, moi ça me rassure. Au contraire, j'aime bien quand on n'est pas d'accord avec moi. Mais oui, on a affaire non seulement à des difficultés pour trouver du boulot, mais aussi à des internautes et à des trolls qui sont là à chaque fois pour nous critiquer. On a droit aussi à des campagnes de haine sur les réseaux et tout. Mais après, l'évolution même du métier, j'ai pas les infos exactes, je pourrais pas vous répondre. So the question was about the state of political cartooning. So that's very different if you look at the different regions of the world and how it's evolving. Maybe, Gado, you can give a point of view from your part of the world. Has it changed? Is it evolving? Yeah, I think it does. If you are to look, if I'm to look at, the East African as a region, it was primarily through newspapers, and newspapers. If you are to look at also the web, still pockets where that was not institutionalized, and so it was also even difficult still for lots of newspapers. Now that we have social media and social media platforms, it has definitely evolved. If you are to look at the readership and the audience of the many newspapers has gone down, and so that is actually and a lot of artists, a lot of newspapers, even they also use social media platforms to put their work and to use cartoons rather they use social media as platforms for satire and also for political cartoons. What is interesting, I think, in my view, is the challenge editorial cartoonists and also cartoons are facing, because number one, everybody's a cartoonist these days. So you have to fight all these memes and the people who are posting, everything. So they've made
my job much harder, at least for me. But what is interesting is also, I talked about propaganda, misinformation and disinformation. So I've seen a situation where I have examples, I don't know about you, Patrick, and my colleagues, but where they've taken out my cartoons, taken Patrick cartoons, put them together and peddle them. And sometimes, untrained eye might not see that. And so, it's a very articulate and very clever propaganda that I have people who would send drawings and say, was that your drawing? I say, no. And that is happening more and more. And it's a huge challenge now where we are to fight that, because you have people specifically who are doing that. In fact, what is interesting to me is that you have governments that are actually, that they have learned pretty well from Putin in Russia. They have departments that are exactly doing that. I mean, I know, in Kenya, where you have actually bloggers and, candidates have a team of bloggers and graphic designers, that their role is entirely to peddle fake news. And actually, so it's actually quite scary, and it is actually, we need to do more, of course, in terms of actually, debunking this. But every time they find new tools and clever tools, the very same tools that we are using to actually to peddle misinformation. And it's actually, I remain optimistic, as I said, but it's also very scary. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Moi, je dirais que les deux évolutions, en deux phrases, les deux évolutions les plus importantes, je pense, pour moi. Bon, il y a un aspect technique, c'est que maintenant, on peut dessiner entièrement en numérique. Donc ça, c'est la partie... Ça donne un peu de confort de travail pour ceux qui le font. Moi, je suis sur iPad, donc je peux très bien terminer et là, les mettre là-bas et faire mon dessin pour le journal et l'envoyer. Bon, ça, c'est une partie technique. Ça ne change pas tellement. Avant, on avait le fax, après tout. Bon, ça marchait aussi. On pouvait scanner, faxer. Bon. Le fax, je vous expliquerai ce que c'est. C'est une vieille machine. Mais il y a deux évolutions. D'abord, l'arrivée du monde numérique, c'est sûr que tout d'un coup, mais c'est pareil pour vous avec vos profils sur les réseaux sociaux et autres, potentiellement, un individu peut parler au monde. Potentiellement. Évidemment, vous n'êtes pas suivi par 7 milliards de followers, mais grosso modo, c'est un peu ça que vous propose le numérique. Et donc, à grand pouvoir, grande responsabilité, comme dit l'oncle Ben dans Spider-Man, c'est-à-dire que tout d'un coup, en tant que dessinateur de presse, auparavant, votre dessin était exposé par un journal, donc par des rédacteurs en chef qui avaient choisi le dessin. Donc il y avait un filtre. Ce n'est pas vous qui exposiez le dessin tout seul. S'il y avait une embrouille, d'abord l'embrouille, elle ne vous arrivait pas pleine face, elle arrivait par le courrier des lecteurs. C'était beaucoup plus long, ça prenait un peu de temps. Entre-temps, le débat s'était calmé, enfin bref. Et là, vous pouvez être, en dehors des dessins que vous mettez dans votre journal, vous-même éditeur, vous publiez du dessin, et vous êtes tout seul face à la horde. Donc vous êtes vous-même votre éditeur, votre avocat, votre défenseur, voilà. Ça, c'est une vraie évolution du métier. La confrontation directe et immédiate avec le public, et avec même la responsabilité de soi-même s'autoproduire. C'est le premier changement. Et le deuxième changement, il est plus de l'ordre du ton, mais ça va avec le fait qu'on est confronté en direct au public. C'est que comme en ce moment, il y a beaucoup de sujets sur lesquels le débat est en train de se radicaliser, moi, ce que je ressens en tant que caricaturiste, c'est presque que je suis obligé de faire l'inverse de mon métier. C'est-à-dire qu'au départ, mon métier avant, en tant que caricaturiste, c'était d'exagérer les situations pour les rendre comiques. Donc il se passait quelque chose, je décrivais cette chose en l'exagérant, en la rendant beaucoup plus énorme, beaucoup plus caricaturale. Et en ce moment, les débats sont tellement caricaturaux, vous avez des gens qui prennent la parole comme Donald Trump, que mon métier est presque en train de s'inverser. J'essaie avec mes dessins de remettre de la nuance dans le débat, en fait. De dire, en fait, c'est pas aussi caricatural, en fait, les gars. Et c'est là que ça devient drôle. Et donc c'est presque paradoxal, je finis par faire l'inverse de ce pourquoi je suis payé, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une question ici. Moi, j'avais une autre question par rapport aux fake news et à la désinformation, mais Gado, il y a répondu à sa dernière question. Mais je disais, comment est-ce que vous faites le tri? Est-ce que vous n'avez pas peur d'illustrer des fake news? How do you differentiate fake news from actual news yourself in your job? Are you not afraid of making a drawing about something that could be a fake news? Gabor, you have a point of view on that? Or Vladimir? In your case, yeah.
Yes, of course. We know very well what it is false news, because Russian propaganda all time fighting against Ukraine, but we have not a real possibility to fighting against so extensive, power propaganda from Russia, because they spent so much money for false propaganda that very difficult to be in fighting with Russia. But I made, of course, cartoon about Russian false propaganda. And I know that, for example, in Russia, there are some institutes specially organized for false propaganda all over the world. And you know, there are many channels, TV channels all over the world, Russian channels, and they made false propaganda every day, everywhere. And of course, I understand that if I will draw cartoons now on this time about war, I will fight against this false propaganda, and we will win. Thank you. Azt hiszem, hogy nem az a kérdés, hogy különböztetem meg a fals információt a valóditól. Maybe the question is not how you differentiate between false or fake information from the real one. Mert ennek vannak klasszikus módszerei, a több forrásból ellenőrzés. Because it has methods, like classic methods, like more resources to check. És az ügykövetés. And following cases. Hanem az igazi kérdés az, hogy én hogy tudok a saját, tehát nem az inputnál, hanem az outputban, hogy tudom az én üzenetemmel megelőzni a fake news-t. So maybe, just to form the question a bit, it could be put like, how can I prevent with my message, with my output? A fake news, tehát hogy the following fake news, like the flow of fake news. És ugye ez egy nagyon nehéz munka a hírgyártásban, de nagyon könnyű munka a karikatúrában, tehát a véleményműfaj az előnyösebb helyzetben van, mint a tényműfaj. As a cartoonist, we are in a privileged position compared to the news factory, because our work is rather opinion forming. Én azt remélem, hogy amikor igazat rajzolok, akkor az tud vicces lenni. Amikor hazudunk, az nem, tehát azon nem fognak nevetni az emberek, egyszerűen megérzik azt, hogy ez hamis, és akkor nem vicces. And we have a great advantage, because I really hope that when we draw the truth, then people can laugh. And if it's false, if it's a lie, then people, I hope, feel that it is not true, and they cannot laugh. Mert hogy a propaganda az nagyon didaktikus. Because propaganda is by nature very didactic. Nem akarok többet mondani, ez a lényeg. Igen, de. That's the end. Merci. Just Merci to pour vos add, questions. just to add
you know, on the question, I think there's something interesting that that has been happening in the last as many years. I mean, one of the things is that I think the advent of social media and all this information that we get, you know, has also made us quite frankly lazy, and as you know, because everything is served to us, and I think it's also a personal choice. I mean, one of the things that you also have to is basically also to check and counter check, but we don't do that. Now, one of the tools I use probably as a satirist and as a newsman is normally I have sources that I've always used, reliable sources. They are newspapers, they are sites, and that I've always, you know, and so if I hear something, what I always do is also to check with these sources. It could be Le Temps, it could be BBC, it could be, these are reliable sources that for years they are also credible. They have their own issues, but you can always bet that, you know, they will lead you probably to better information. What I've seen over the years is that we just eat up whatever we get. There is this urge also to be fast, to post stuff without checking. You get something, and it's a very human thing that we do. And in the end, we are part and parcel of pushing this fake news. And last but not least, of course, for some strange reasons, human beings actually, our brains somehow, you know, we are designed to, we find fake news very palatable. We love it. And I mean, this is actually since antiquity, that, you know, when we find, I think somebody tell you, you know, this is a witch, I think if I look at Patrick and then I would say, oh yeah, by the way, look at his eyes. I mean, but you don't have anything, but somehow it's very attractive. And, you know, you feel like you want to burn to death Patrick. So I think science maybe will tell us what that is exactly, but we tend actually to find, you know, fake news very palatable and very easy and easy to share. And this, I think, research after research has proven that. So it's a very huge challenge that we are facing. Thank you, Gado, for the very useful reminder on what is a source, how you can go for the good information, and how we tend to be a bit lazy nowadays. C'est 14h10. Je ne sais pas comment vous êtes organisé au niveau de l'école. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Oui. Bonjour et merci. Et ma question, encore plus après avoir entendu tout ce que vous avez partagé avec nous, c'est malgré l'adversité, malgré le fait de se retrouver dans une position qui est plus celle d'avant, mais où on se retrouve vraiment un peu seul face à un public et on peut être à la fois l'objet du culte et l'objet de la chasse, où est-ce qu'on trouve la motivation en fait de continuer à dessiner? Est-ce qu'il y a aussi un intérêt politique particulier? Est-ce que vous êtes investi en politique à côté de votre pratique ou pas tant? C'est un peu ça, grosso modo. Merci. Je pense que il y a des jours où on a envie de baisser les bras, hein, parce qu'il y a tellement de... C'est tellement compliqué des fois, c'est tellement énorme et on se sent tout petit et puis on peut se sentir seul, mais moi c'est vraiment le soutien des fans, quoi. C'est les gens qui m'envoient des messages tous les jours, c'est voilà, des mails que je reçois d'encouragement, de personnes qui me disent des fois c'est grâce à toi j'ai souri aujourd'hui parce que j'avais pas du tout envie, et donc ça c'est le soutien des gens, l'amour aussi que je reçois, j'en reçois beaucoup, j'ai cette chance là, donc ça me booste, mais c'est aussi la colère, je ne peux pas supporter de voir autant de bêtises, d'injustices, de discours
racistes, pleins de haine. Il faut les contrer, quoi. Il ne faut pas les laisser faire. Il faut les ridiculiser. Il faut montrer combien ils sont idiots. Et donc il faut les combattre. Si on ne le fait pas, on a perdu, quoi. C'est terminé. Et puis, on parlait des attentats de Charlie Hebdo. Moi, j'ai perdu un copain, T-News. J'en ai perdu d'autres aussi, des copains en Tunisie, des militants qui sont allés en prison, qui sont morts pour leurs idées. Et donc arrêter, ça serait leur cracher dessus, quoi. Ils seront morts pour rien. Donc il faut continuer. Et voilà, je ne me pose pas la question, en fait. Je continue, point barre. Ok, Clément, vous voulez encore prendre une question ou bien... Il y a une dernière question, peut-être ? Il me semble que j'ai vu une main levée. Parce que sinon, c'était une très belle conclusion, hein, franchement. Donc, je veux simplement vous rappeler, merci beaucoup, thank you so much, everybody. I want to apologize because we were not able to translate in English, but we're going to have a conversation later and we'll tell you everything about what was said. Je voulais vraiment vous remercier les dessinatrices et dessinateurs qui sont là, et vous rappeler qu'il y a cette exposition dont vous voyez l'affiche jusqu'à la fin du mois de mai. Ça vaut vraiment la peine, vous verrez leur travail, vous verrez le travail des lauréats et de chacun de ces ladies and gentlemen qui sont là. Et puis, en écho un peu aux discussions qu'on a eues sur les réseaux sociaux et notre manière de réagir avec le ventre et plus beaucoup avec la tête, on a quand même été frappé de voir que dès le premier jour de l'exposition, des dessins ont été tagués au stylo. Il y a notamment un seul de mes dessins dans cette expo. On y voit un char qui a laissé les traces de chenilles. Et les traces de chenilles, quand on les voit de près, c'est des corps. C'est des corps couchés, c'est des morts. C'est un dessin sur toutes les guerres, mais je l'ai fait, c'est vrai, pour la guerre en Ukraine. Et il a été le premier jour, quelqu'un a fait des ronds autour de ces traces de chenilles et il a écrit OTAN Biden. Et on a visité cette expo avec les deux Nobel et Muratov n'en revenait pas. Il disait quoi ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette manière, je trouve assez frappante on est dans la vraie vie comme dans les réseaux sociaux, quoi. Le type a vu un dessin, il a sorti son stylo, il s'est dit « ah ben non » et il a répondu comme dans un tweet. Et la notion de « tu es quand même face à une œuvre, on est en train d'exposer des gens », certes on est dans le domaine public et ça c'est casse-gueule. Et je ne sais pas si dans 2 ans, puisqu'on fait ça tous les 2 ans, une telle exposition sera encore possible, ou dans 4 ans. Est-ce qu'on peut toujours continuer à avoir des œuvres d'opinion, des dessins de presse dans l'espace public? C'est une chance, c'est la plus belle galerie du monde, ce qu'est Wilson, sans en arriver à des déprédations, voilà. On n'est plus, et ça me fait penser aux réseaux sociaux, cette espèce de réactivité immédiate. Quoi qu'il arrive, je m'en fous, je réponds. Donc voilà, on a eu plein de pistes de réflexion, on a eu des magnifiques dessins, et je remercie la Aide pour l'invitation, et merci beaucoup à vous tous et toutes d'être venus. Bonne journée. Merci.